Stacking.com. Ouais. Attends, je vais répéter sa question, vous inquiétez pas. Non, t'inquiète, t'inquiète. Non, mais parle, je répète ta question. Ah, super. Est-ce qu'avec tous les business dans lesquels je me suis impliqué, j'ai des casseroles dont j'arrive pas à me démêler? Bah non, la preuve, je suis là. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas encore fait de prison. Mais en fait, ce qui est intéressant, ces histoires de casseroles et de problèmes et tout, c'est que, en fait, dans la vie, il y a trois sujets. Il y a la loi, il y a l'intégrité, il y a la réputation. Alors, ce qui est marrant, c'est que du point de vue de la loi, il n'y a quand même pas grand-chose, enfin, à moins que vous soyez vraiment profondément immoral et que vous fassiez quelque chose de profondément illégal, il n'y a pas grand-chose d'illégal. Je veux dire, nous, on prend 5% des startups, on fait 200 startups par an. Pour faire quelque chose d'illégal, il faut être complètement con. D'ailleurs, souvent, les gens qui font des vrais business illégaux, les trucs vraiment dark, c'est rarement par choix. J'ai jamais vu quelqu'un finir dans le trafic de drogue en mode voilà mon business plan. Donc je pense, dans 4 ans, je nique les Russes et après je m'attaque au Venezuela. Ça se passe pas. D'ailleurs, il y a un film, moi, qui m'émeut beaucoup, une série qui m'émeut énormément sur ce sujet, c'est Mac Mafia. Je sais pas si quelqu'un a vu ce film Mac Mafia. Non, personne. C'est vraiment pas connu. Putain. C'est sur Amazon Prime, c'est pour ça que personne l'a vu. Mais c'est du niveau de Netflix, vous devriez regarder. Et c'est vachement mieux que Squid Game, que beaucoup trop de gens ont aimé. Ça m'inquiète, moi, que les gens aiment Squid Game. D'ailleurs, on devrait en parler ensemble. Mais dans Mac Mafia, c'est l'histoire d'un jeune Russe qui, grosso modo, a une famille mafieuse. Et il fait tout pour être l'inverse de sa famille. Il va dans des grandes universités, il monte un fonds d'investissement, il est plus blanc que blanc. Et un jour, il y a un mec qui vient pour buter sa femme parce qu'il n'aime pas son oncle. Il n'a rien demandé, rien. Le pauvre, en plus, il est tellement chou, le mec. Il a une gueule, vous savez, d'ange, hyper beau. T'as pas du tout envie de donner des emmerdes à ce garçon. Il a même refusé d'apprendre le russe. Et maintenant, il est dans la merde, il doit apprendre le russe pour ne pas se faire buter. Et ce qui est marrant, c'est que sans vous spoiler, toute la saison, c'est l'histoire de comment il va devenir l'un des chefs de la drogue les plus connus au monde. Puisqu'à un moment donné, en 96, c'est une histoire vraie, ce type produisait à lui tout seul 80% de l'héroïne dans le monde. Et c'est parti d'un mec très, 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 très éduqué. D'ailleurs, c'est pas pour rien que quand vous mettez d'ailleurs un mec comme ça, sans choix, dans une industrie pareille, d'un seul coup, ça fait des merveilles. Parce que quand vous avez un billet d'Oxford et que vous vendez de l'héroïne, vous savez faire des trucs que les autres ne savent pas faire. C'est magique. Donc en fait, l'illégal, c'est un non-sujet. Après, j'ai jamais compris, moi, les gens qui font de l'illégal. Par exemple, dans le e-commerce, il y a plein de bouffons qui vendent des trucs qui n'existent pas. Puis après, ils partent avec la caisse. Mais qu'est-ce qu'ils font de leur vie? Qui ces gens, en fait? Il faut être complètement con pour faire un truc pareil. Tu fais quoi après ta vie? Toute ta vie, tu dois te cacher pour un petit moment même pas de gloire, de je sais pas quoi. Et ça, pareil, c'est une grande limitation intellectuelle, parce qu'en fait, les gens qui font ça, c'est parce qu'ils n'ont aucune perspective. Donc en général, quand tu sais bosser, tu n'as pas vraiment ce problème. Ensuite, tu as un deuxième sujet qui est l'intégrité. L'intégrité, c'est le truc le plus dur à garder dans le business. Parce qu'il y a quand même beaucoup de moments, quand vous faites du business à haut niveau, où il y a des choix moraux très, très, très durs à faire. Et des trucs qui laissent des cicatrices toute votre vie. Je sais pas, par exemple, nous, j'avais un entrepreneur que j'adorais, avec qui on a fait une boîte incroyable et tout. Et puis, il y a un an, on nous a proposé de nous racheter nos actions et lui, il voulait pas vendre. Et le problème, c'est que moi, je me suis retrouvé entre le marteau et l'enclume. Je me suis retrouvé entre mes actionnaires qui voulaient vendre et mon pote qui veut pas vendre. Dans ces cas-là, vous faites quoi? Vous appliquez votre devoir et votre responsabilité fiduciaire ou vous protégez votre pote? Bah, moi, j'ai choisi de ne pas protéger le pote et puis c'est un pote de plus que j'ai perdu, quoi. C'est un truc. Et ça. Et alors, après, ces gens-là, c'est des haines toute ta vie. Ça, ces gens-là te haïssent à la hauteur de ce qu'ils t'ont aimé. C'est comme dans les couples. Les gens, ils divorcent, ils se haïssent, ils sont vus nus pendant des années et d'un seul coup, ils peuvent plus se blairer. Ça, c'est un truc. Ce switch intellectuel, il est très, 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 très difficile. Et dans le business, il arrive dans des moments extrêmes, en fait. Des moments où les gens sont à la confluence des intérêts, à la confluence des choses. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'un des trucs à faire qui est quasi impossible à faire. Mais si vous y arrivez, vous avez un avantage incroyable, c'est de ne jamais rien prendre personnellement. Si vous arrivez à avoir cette discipline, que quand on vous fait des sales coups, vous vous dites, c'est rien de personnel. Je ne peux pas vous dire qui, mais il y a un entrepreneur en France qui est très, très, très fort pour ça, qui m'impressionne trop. Et c'est un type, vous pouvez lui faire les pires crasses, du moment que c'est pour le business. Si derrière il a une opportunité de refaire du business avec vous, il le fera sans aucune animosité sur la relation passée. Et moi, je regarde ça, je me dis, mais c'est le Bouddha du business, le mec, quoi. Et il a raison, hein. Je veux dire, il a gagné des milliards. Hein, comme ça. Moi, pendant ce temps-là, je ne vais pas gagner des milliards. donc ouais. Et ensuite, il y a la troisième truc qui est la réputation. Alors, la réputation, c'est un truc très marrant. C'est que la réputation est absolument pas liée à ce que vous faites dans la vie. Moi, je vois, par exemple, ma réputation, elle est complètement décorrélée de mon parcours. Déjà, moi, les 3/4 de ma réputation, c'est mon prénom. C'est un truc, mais moi, ça m'épate. Genre, au début, j'étais français. Après, il y a un mec qui m'a attaqué en justice, je suis devenu franco-libanais. J'ai été condamné dans une affaire à 2 balles par la justice, je suis devenu libanais. Je n'étais même plus franco-libanais. Et puis les gens, ils se font des fantasmes. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je me suis rendu compte que les gens, ils imaginaient toujours que j'avais un plan B. Ils se disent, ouais, le mec est tellement smart. Et des fois, je me suis retrouvé dans des réunions où, où il se passait des trucs par hasard. Et les mecs disaient, ouais, t'es trop fort.
Pourquoi? Quelqu'un peut me dire? Et en fait, ça, c'est des questions de posture. Et ce qui est fou, c'est que vous essayez de la contrôler, de faire votre image, de paraître qui vous voulez paraître et tout, il y aura toujours un moment où votre réputation vous échappera. Il y aura toujours un moment où les gens qui ont envie de taper, ils tapent, les gens qui ont envie d'aimer, ils aiment. D'ailleurs, moi, pour vous le dire très sincèrement, les deux m'inquiètent, moi. Moi, j'ai beaucoup d'inquiétude mentale pour mes haters. Je me demande qui sont ces gens. Des fois, je vois des commentaires sur YouTube, j'ai envie d'aller leur faire des câlins. Je me dis, mais qu'est-ce qui t'est arrivé dans ta vie, toi? Genre, ouais, ou t'as... Mais mec, on se connaît même pas. J'ai même pas pensé 5 minutes à toi. Et toi, tu viens de passer 4 heures à penser qu'à moi. C'est très déséquilibré et toxique comme relationship. Et alors, mes haters m'inquiètent, mais mes fans, eux, ils me font flipper. Mais je vous jure, c'est flippant. Moi, j'ai jamais trop été fan de personne. Je connais pas trop le sentiment. Moi, je suis fan des gens que je connais. Je suis fan de mon frère. Je suis fan de mon meilleur ami. Moi, je suis fan de gens réels. Parce que ce que je suis fan d'eux, c'est que des gens, je les connais dans leur intimité. Mais des inconnus. Enfin, je veux dire, vous vous rendez compte ce que c'est les gens célèbres? Les gens célèbres, c'est plus ou moins du storytelling maîtrisé qui rencontre plus ou moins de la complaisance journalistique. Donc tout ce que vous pensez être vrai sur quelqu'un que vous connaissez, c'est de toute façon une déformation. Regardez qui aurait cru que Bill Gates allait sur l'île de Jeffrey Epstein violer des filles. Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je veux dire, et puis vous êtes fan de Bill Gates, mais pourquoi? Vous le connaissez pas le type, ça se trouve il est horrible. Et en fait, vous pouvez être fan du travail des gens, vous pouvez dire Microsoft c'est une belle boîte. Mais cette incarnation permanente qu'on a, et en plus moi je le vois, hein, je veux dire, vous comprenez quand même bien que moi ça fait très longtemps que j'ai compris que j'étais un produit, et ça fait quand même très longtemps que j'ai construit un produit sur YouTube pour mettre à feu mes fans. Hein. Je veux dire, si je me chauffe et que j'ai envie d'emmerder tout le monde, je sais très bien comment foutre le feu au pays. Hein. J'ai un moment, quand j'avais mon procès et qu'il y avait toute une terrible campagne de presse contre moi, je recevais des mecs qui m'envoyaient des photos de Kalash en disant tu nous dis, on est prêt. et moi je me disais putain, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et pour vous dire, le mec qui m'a fait un procès, c'était un hater parmi les haters. Et je suis arrivé au tribunal, et j'étais assis comme ça, j'attendais en chambre correctionnelle. Je vais vous raconter une anecdote que j'ai jamais racontée. J'étais assis comme ça en chambre correctionnelle, puis je me tourne comme ça vers le mec à ma gauche et je dis ah, vous aussi vous avez des problèmes? Et le mec il fait ah, enfin Oussama, tu me reconnais pas? C'est moi qui te fais le procès. Mais moi, ce mec, je l'ai vu une semaine dans ma vie. Je l'ai vexé, je me souviens plus de lui. 10 ans plus tard, il me fait un procès parce que je suis le seul obsession de sa life. Mais moi, j'étais en vacances, je tombais amoureux, j'ai eu une life. Et lui, il a passé 10 ans de sa life à vouloir m'enterrer. Les gens sont fous, ne devenez pas comme ça. Franchement, occupez-vous de vous, occupez-vous de vos proches, occupez-vous des choses qui comptent en fait. Mais arrêtez de croire mais surtout le mien, par exemple. Je veux dire, vous pouvez écouter ce que je dis comme de l'entertainment. Vous pouvez écouter ce que je dis pour vous faire réfléchir. Vous pouvez écouter ce que je dis en mode ah bah tiens c'est intéressant, il a dit un truc auquel je suis d'accord ou pas d'accord. Mais gardez votre putain de sens critique. Des fois moi je dis des trucs juste parce qu'il faut dire des trucs. Non mais un jour il y a un mec qui vient me voir et me fait j'ai vu toutes tes vidéos. Alors moi déjà là j'angoisse. Je me dis putain mais qu'est-ce que c'est que sa vie à ce type? Il me dit ouais tu te répètes beaucoup quand même. Hein. Eh ouais je suis désolé. 2500 heures sur YouTube, effectivement, il doit y avoir une répète ou deux. En même temps, c'est pas conçu pour tout regarder normalement. Normalement, tu regardes 10 heures, 15 heures, tu te dis ah ouais, ça y est, je vois, je passe à autre chose. Tu regardes Taylor, tu regardes d'autres gens, Yomi. Non, t'as regardé 2500 heures d'Oussama. Ok, bon, bah, on est dans la merde. Et en fait, ces phénomènes-là, alors pour raconter une anecdote, j'ai jamais raconté, mais j'y pense là avec ces phénomènes de fans. Donc, quand on m'a attaqué en correctionnel il y a 8 ans, j'ai fini en garde à vue. Et en garde à vue, les mecs ont voulu me foutre un peu la pression, et donc ils m'ont mis en tôle. Donc j'ai été stické, on a pris ma petite photo, pout, pout, pout. Et donc ils m'ont pris mes lacets, machin, ils me mettent dans une cellule. Alors, là, dans une cellule, on est 8, et je m'assois, donc j'en menais pas large, hein, je suis pas en train de vous dire, genre, je suis en mode... J'essaie de me faire tout petit, alors c'est dur ça. Et là, il y a un mec, immense, devant moi, 2 mètres, il est comme ça. Tu vois, moi j'essaie de détourner le regard, je me suis dit, ne démarre pas un fight de regard. Oh, cette déco. Puis je tourne la tête, puis le mec ne me lâche pas. Donc je prends mon courage à 2 mains, et je dis, pardon monsieur, est-ce que je peux vous aider? Et le mec fait, oh putain, coup d'état. T'es où ça m'a marre. Et je dis ouais, et là le mec il se lève, il va à la cellule comme ça, il fait, hé frérot, Karim, il y a un coup d'état qui est dans la cellule. Et il appelle le flic, connard, ramène du papier et un stylo. Et le flic il dit quoi? Le mec attrape le flic comme ça, sur la grille, il fait, je t'ai dit du papier et un stylo. Le mec va chercher du papier et un stylo, il revient, il fait ouais, alors tu peux me faire un autographe pour moi? Ma sœur, elle t'adore. Et puis je commence à faire les autographes, tu vois. Et alors il y a les 7 autres mecs dans la cellule qui sont là en mode mais c'est qui ces types et tout. Et le mec il se rassoit, il regarde comme ça, il fait, en fait pourquoi t'es là? Alors je lui raconte et tout. Ah ouais. Bon, et si t'as besoin de faire des trucs, tu prends mon numéro. Hein. Ici, c'est pas pour les mecs comme toi, hein, c'est pour les mecs comme moi. Hein. Tu t'inquiètes pas, on s'occupe de tout. Alors, ce charmant entrepreneur, qui a eu des mêlées avec la justice,
Aujourd'hui, elle a une boutique sur Amazon qui tourne bien. C'est pas une histoire fausse en plus, c'est vrai. Donc, évidemment, en fait, que les casseroles, on en a tous. Mais en fait, elles n'existent que par la proportionnalité de succès que tu as. Plus tu as de succès, plus il y a des gens qui t'aiment pas gratuitement, et plus ils t'entourent de casseroles qui sont plus ou moins artificielles. Mais la règle, elle est simple. Ne faites rien d'illégal, soyez aligné avec votre propre morale. Et votre propre morale, c'est pas une morale de bisounours. Je veux dire, encore une fois, je suis pas en train de vous dire, je suis un gentil. On fait tous des trucs durs dans la vie face à des situations extrêmes. C'est comme ça. On peut pas passer une vie d'entrepreneur et ne jamais vexer personne, ne jamais blesser personne, ne jamais détruire personne. Ça n'a pas de sens. Mais il ne faut pas le chercher. D'ailleurs, ma maman m'a dit une phrase que j'aimais beaucoup quand j'étais petit, c'est qu'il ne faut jamais commencer une bagarre, mais il faut toujours la finir. Il y en a une là qui se dit désespérée, mais quelle éducation il a reçue. Ça me crispe. Mais vous voyez, une fois que vous avez... Alors, attends. Bah, en fait, on est deux, donc lui, il était tout seul. Combien de personnes pour le projet d'hôtellerie Donc on était deux, et lui, il était tout seul, et maintenant on est deux. Mais il est incroyable, il s'appelle Christophe Delaune. D'ailleurs, je vais faire bientôt une vidéo d'interview de lui, parce que lui, c'est une génération d'entrepreneurs qui n'existe plus. C'est une sorte de Bernard Tapie. C'est des mecs... C'était une autre époque, quand même. C'était une autre époque. Il a des réflexes un peu marrants, quoi. Par exemple, c'est une génération habits de biens sociaux. Ça, c'est un truc... maintenant, c'est tellement contrôlé, plus personne ne peut rien faire. Mais eux, la caisse de leur boîte, leur caisse perso, c'était la même chose. Et d'un seul coup, on leur a inventé Facta, l'IRS, les impôts. Ils comprennent rien. Hein. D'ailleurs, je lui ai dit, tu sais, on va arrêter, tu t'occupes plus des comptes, en fait. Mais c'est pour ton bien, j'aime bien ta fille, je voudrais pas te voir en tôle, en fait. Mais c'est bon, ça va, c'est quoi? Attends, c'était une suite dans un hôtel à 6000 balles. C'est bon, c'est de la recherche documentaire. Oui. Il y a pas juste derrière toi. Je voulais te poser une question. Mets le micro plus proche de ta bouche. Ouais. Je voulais te poser une question en fait par rapport au commerce, ton regard d'entrepreneur par rapport au commerce du e-santé, les nouveaux commerces émergents en fait. Ok, c'est quoi la question? Je te disais, en fait, je te demande ton point de vue d'entrepreneur. Donc, je ne sais pas si tu en as dans j'en ai ta pas. famille. Est-ce que tu penses qu'avec. Alors, c'est pas non, c'est ce que je pense. Que penses-tu du commerce de e-santé? Alors, j'en pense rien. Ouais. Et je ne pense jamais rien d'aucune industrie. Alors, ça, c'est un truc hyper important. Les analyses industrie, marché, tendance, je sais pas quoi, c'est du bullshit d'école de commerce. Ça fait vivre des gens qui parlent de gens qui font en commentant trois pas en arrière. D'ailleurs, si vous regardez toutes les études de marché qui ont été faites sur les 20 dernières années et que vous investissez votre argent en les suivant, vous êtes ruiné. Hein. Je veux dire, c'est toujours la même chose. Ça ne marchera jamais. Ah, en fait, ça va exploser et valoir des centaines de milliards. Oui, bon, en fait, c'est compliqué. Ça, c'est les trois phases de l'étude de marché. Il n'y a pas besoin d'avoir une étude de marché ou avoir une approche sectorielle. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, ce n'est jamais une opportunité de marché. C'est une opportunité de la rencontre entre un entrepreneur et un marché. Le pire marché du monde, en décroissance, dans lequel il n'y a pas d'argent, dans lequel il y a des problèmes, etc., s'il rencontre le bon entrepreneur, ça peut être un empire. Daniel Ek, quand il se lance dans l'industrie de la musique est en train de s'écrouler. Vous imaginez, quand Spotify se lance, l'année où Spotify est une idée, l'industrie de la musique, c'est 70 milliards. L'année où ils lancent leur MVP, leur prototype, c'est une industrie qui vaut 40 milliards. Et l'année où ils sont enfin lancés pour de vrai, c'est une industrie qui fait 12 milliards. C'est-à-dire que le mec, il est là avec sa petite boîte, il dit oui, on va faire une boîte dans la musique, ça va être génial. Et juste, il y a des mecs qui sont en train de mettre du gasoline sur l'argent de la musique et tout faire flamber. Et Spotify, c'est une boîte qui vaut je ne sais pas combien de milliards. Je sais pas la market cap de Spotify, quelqu'un sait ça? Ça doit être 20, 30 milliards. Pourquoi? Parce qu'il n'en a rien à foutre du marché. Il a une relation unique et il a trouvé une façon de créer quelque chose d'incroyable dans le monde de la musique. Et d'ailleurs, regardez, pourquoi Spotify a gagné contre Deezer? Pourquoi Spotify a gagné contre Apple Music? Pourquoi Spotify a gagné contre tout le monde? Rien qu'en termes de brand, en termes de coolitude, en termes de puissance. Qui utilise Spotify ici dans ça? Okay. Qui utilise Apple Music? Vous voyez? C'est quand même dingue. Et Apple Music, ils n'ont pas de problème de... Apple Music pourrait perdre de l'argent sur 100% des utilisateurs. Apple ne se rendrait même pas compte qu'ils ont perdu de l'argent. En fait, ça ne changerait même pas le solde de leur compte en banque s'ils donnaient Apple Music gratuit. Et pourtant, ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à lutter contre Spotify. Et vous voyez, la rencontre entre un entrepreneur et un marché est beaucoup plus importante que le marché elle-même. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut être très, très honnête sur ça. Parce que ça peut, un, changer, et deux, il ne faut pas se raconter des histoires. Moi, à The Family, j'ai toujours vu des gens venir parce que le marché est intéressant, mais en fait, ça n'a aucun sens. Parce que le marché est intéressant, mais pas pour eux. Je veux dire, il faut profondément savoir si on est adapté au marché qu'on attaque. Alors, je vais vous donner un exemple caricatural. Un jour, il y a un type qui est venu me pitcher une marketplace de recettes. Et je lui ai dit, il était quand même très maigre pour une marketplace de recettes. Il m'a dit, oui, j'aime pas manger. Bah, évidemment que ça n'a pas marché, sa boîte. C'est un cas extrême. Est-ce que ça veut dire que le marché de la recette n'est pas un bon business? C'est un business énorme, le marché de la recette. Mais il faut de la passion. Ce n'est pas un marché que vous pouvez gagner sans passion. Et vous ne pouvez pas inventer de la passion parce que vous avez lu dans une étude Gartner qu'il y avait un truc intéressant à faire. Ça ne marche pas. Donc le founder market fit,
est beaucoup plus important que le product market fit. Le product, il change. Un fondeur qui n'a pas le bon produit, il peut changer de produit. Alors qu'un produit qui n'a pas le bon fondeur, ça, vous ne pouvez pas changer de fondeur. Enfin, si vous pouvez, mais le résultat, il perd. Ouais. Me débarrasser de mon ego. Bon, alors là, c'est tout. Moi, je me suis débarrassé de mon ego. Il y a une blague que j'adore. Vous savez comment un Argentin se suicide? Il monte tout en haut de son ego et il saute. Alors, ces histoires d'ego. Alors, d'abord, c'est impossible de vraiment se débarrasser de son ego. On peut réduire son ego. Et la façon dont on réduit son ego, c'est en essayant de trouver des heuristiques d'objectivation. Le problème, c'est que les gens n'aiment pas objectiver leur vie. Mais il y a plein de façons de l'objectiver. Par exemple, à The Family, j'avais un truc tout bête, c'est que quand on faisait rentrer une boîte, on ne disait jamais qui l'avait fait rentrer. On était tous solidaires d'avoir fait rentrer la boîte. Parce que je voulais pas que les gens jouent au jeu, j'ai eu raison, j'ai eu tort. Et comme ça, tu objectivises quelque chose qui est la boîte, elle marche pas. Il n'y a pas d'ego personnel. Il y a plein de boîtes qui ne marchent pas, il y en a quelques-unes qui marchent, et celle qui marche, elle rapporte à tout le monde. Donc, c'est pas la peine de venir dire j'ai eu raison, j'ai eu pas tort, je sais pas quoi. Donc, il faut réussir à trouver comme ça des heuristiques. Les heuristiques, c'est des façons de penser automatiques, des filtres, qui font que très vite, vous arrivez à la décision. Mais c'est dur de se débarrasser de son ego. Hein, et en plus, par exemple, moi, je pense que j'en ai pas beaucoup, mais les moments où j'en ai, c'est toujours des moments destructeurs. Il y a toujours un truc qui finit par toucher trop personnellement, ou etc. Et les émotions, c'est dur, hein, c'est un truc qui t'envahit. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des réflexes. Par exemple, moi, je suis très très rarement en colère. J'ai appris à faire vachement semblant d'être en colère. Ça, c'est un outil incroyable, hein, de savoir faire semblant d'être en colère alors qu'on l'est pas. Intérieurement, vous êtes en mode genre, m'en bats les couilles. Mais dehors, vous êtes là. Et comme ça, vous obtenez ce que vous voulez. Et vous dépassez jamais la ligne, parce que c'est terrible de dépasser la ligne. La colère, c'est un truc horrible, parce que c'est un sentiment qui, une fois qu'il est en vous, il vous fait dire des choses, il faut faire des choses qui peuvent faire passer la ligne et casser. Et ça, on ne revient pas d'un cassage. Donc c'est cool de ça. Mais maintenant, ça m'arrive très très rarement d'être en colère, mais évidemment, ça m'arrive aussi. Et j'ai un réflexe typique maintenant que quand je suis pour de vrai en colère, je me barre. C'est-à-dire j'ai un réflexe mental, un automatisme qui est « Oh putain, je me contrôle plus, il faut que je m'isole le plus rapidement possible. » Et j'ai un protocole d'isolement. Parce que les rares fois où j'étais vraiment en colère, j'ai fait des trucs tellement ouf. Genre, il faut pas du tout être dans des trucs comme ça. Quoi. Il y a quelqu'un qui a dit quoi? C'est toi qui dis quoi? Qu'est-ce que je peux raconter qui n'est pas trop honteux? Bah si, je peux en raconter un qui est terrible, mais pendant le Covid, alors moi j'ai un trigger qui est un truc, je ne sais pas comment m'en débarrasser, c'est que dès que je vois quelqu'un abuser de son pouvoir, j'ai envie de l'écraser. C'est un truc, l'abus de pouvoir, c'est un truc qui me rend malade. Et donc, j'étais dans mon hôtel en Normandie, dans mon confinement illégal avec mes 15 potes, et on était vachement harcelés par la police locale qui venait en disant oui, vous n'avez pas le droit d'être là à 15, nanana, l'hôtel est censé être fermé et tout. Et moi je disais au mec, bah, vas-y, mets-moi 15 amendes et arrête de m'emmerder en fait. Et le mec il disait 15 amendes, ouais, faut lancer du boulot quand même et tout. Bah, donc c'est barré. On va faire, alors l'hôtel il était en régime minimum, donc un des trucs c'est qu'on cuisinait nous-mêmes. C'était assez sympa, donc on allait faire les courses au Carrefour du coin. Et j'arrive au Carrefour, et il y a une queue sur le parking de malades. Mais genre d'ici jusque là-bas. Et il y a un mec à l'entrée, un vigile, qui se prend pour le vigile du Bergheim. Il est en mode, oui, alors attention, les nouvelles règles sanitaires, on peut être que 1 par mètre, la racine carrée, du mètre carré, du machin. Oui, alors c'est pour la sécurité des gens et tout. Et le mec, je sentais qu'il n'en pouvait plus. C'était moment of his life. Genre, le mec, il a jamais rien fait de sa life et on lui a donné une carte et on lui a dit tiens, tu as le droit de torturer des vieux sur un parking en plein cagnard, de les faire attendre et les faire souffrir, tu vas être heureux. Et donc, j'arrive et je dis au mec pourquoi on rentre pas? Oui, Covid, machin. Je fais vas-y, sors-moi l'article de loi. Vas-y, sors-moi le décret, sors-moi le truc là qui justifie que des gens sont en train d'attendre sur le parking, connard. Bon, c'est monté assez vite dans les tours. Et en fait, j'ai fait un truc que j'aurais jamais dû faire. Je lui ai foutu un point. Et ouais, et quand je lui ai foutu un point, il est tombé par terre, tout le monde est rentré dans le magasin en courant. La police est venue. Et après, j'étais en garde à vue et machin. Le mec n'a pas porté plainte parce que j'étais lui apné 2 caisses de champagne. Machin. N'importe quoi. Et alors, en plus, mes potes qui me connaissent très très bien, genre, j'ai une meilleure amie que je connais depuis l'âge de 16 ans. Et elle a vu le parking, elle a vu le mec, elle a vu la situation. Elle m'a regardé, elle m'a dit s'il te plaît, viens, on rentre. Je dis non, mais c'est bon, je vais juste parler au mec. Non, viens, on rentre. Et je suis parti en vrille. Et je ne sais pas pourquoi. Un jour, j'étais à l'entrée d'une boîte, on est 5. Il dit ouais, vous 4, vous rentrez, elle rentre pas. Quoi? J'ai appelé le propriétaire du club et je lui ai dit que je voulais racheter le club. Et après, j'ai dû faire un rendez-vous avec un con là qui voulait me vendre son club, juste pour virer ce vigile. C'est n'importe quoi. Donc maintenant, si dans un club, machin tout, trigger, je me barre. Je discute pas. Après, je finis à acheter des boîtes de nuit. N'importe quoi.
Vraiment, ça me rend, ça me crispe. Mais vous voyez, une fois que vous avez compris votre trigger, vous essayez juste d'éviter systématiquement les situations qui vous mettent dans votre trigger. The Family, c'est scalable à travers coup d'état, en fait. Coup d'état, c'est le produit scalable de The Family, tout simplement, en fait. Et ensuite, ça crée un système où tu as une face nord qui est scalable, coup d'état, et une face sud qui est The Family qui n'est pas scalable. Et le meilleur de coup d'état rentre dans The Family, et tu as une boucle infinie, qui a très très bien tourné sur les 10 dernières années, quoi. Énormément de... La scalabilité, c'est pas quelque chose, c'est pas de la pureté. On peut couper la scalabilité. Il y a des degrés de scalabilité. Ben, Non, je crois que c'est mort. Est-ce que tu as donné une question dans les entreprises que tu suis ou est-ce que tu as aujourd'hui envie de est-ce que c'est par des exemples d'idées que tu aimerais pourquoi pas qu'on propose dans ces structures? Alors, j'ai jamais trop été intéressé par ce que les gens font. Ça, c'est un de mes grands secrets. Pour le coup, je m'en fous vraiment de ce que les gens font. Parce que comme je m'intéresse à tout, et je suis curieux de tout, si tu viens et que tu me dis, par exemple, je viens de faire un investissement, quand je raconte aux gens, les gens ils te débloquent, je viens d'investir dans un mec qui est un Égyptien, et il fait une techno pour détecter les fuites d'eau dans les usines. Je me suis jamais autant éclaté de ma life. Alors, si tu arrives à te passionner pour les fuites d'eau dans les usines et la détection en IA, bon, ça va, quoi. En fait, tu as de la marge pour tout, en fait. Et pourquoi? Parce que moi, ce qui m'intéresse, ça n'a jamais été les idées, ça a été les hommes. Et ce qui m'intéresse, c'est ce type qui a créé ce truc et qui est impressionnant, en fait. Et c'est ça qui m'excite. Bah, je peux me passionner de n'importe quoi. J'ai cette caractéristique où, en fait, si tu me donnes n'importe quel sujet, je sais geeker dessus. Et des fois, d'ailleurs, des fois, il m'arrive de finir dans des trous noirs de geekitude. Genre, je sais des trucs que je devrais pas savoir, qui ne servent à rien. Genre. Par exemple, la façon dont mon cerveau fonctionne, c'est que je vais regarder la série Viking, j'ai trouvé ça trop bien. Donc je vais la regarder une deuxième fois parce qu'une fois, on peut pas capter tous les détails. Puis après, je vais la regarder une troisième fois de suite. Parce que comme ça, cette fois, je peux me concentrer sur les structures de pouvoir et les échanges entre les gens. Après, quand j'aurai regardé 3 saisons, je vais commencer à me poser des questions en disant tiens, je vais lire la page Wikipédia Viking. Ah, tiens, je vais lire la page Wikipédia Bjorn Ironside. Puis après, Loki. Et qui aujourd'hui se fait chier à mourir dans vos vies. De personnalités et de gens sur la diversification, sur les fonds d'investissement. 100% Internet. Côté. Vous avez eu un journal là, qui a Trouver des projets intéressants et dans l'économie réelle. Puis après, je vais lire sur les dieux nordiques. Puis après, à un moment, il y a Amazon qui va me livrer 60 bouquins sur les Vikings. Et pendant un an, j'ai lu tous les jours des bouquins sur les Vikings. Et alors, j'ai tout lu, tout, les trucs universitaires, les machins, les trucs. Et après, je me suis dit, franchement, il faut aller dans le monde réel. Donc, j'ai commencé à faire des croisières Vikings. Imaginez, meuf. Genre, hey, on va faire des croisières Vikings, c'est génial. En plus, on parle en Old Norse. Après, sur la croisière Viking, le mec, il parlait Old Norse. Donc, j'ai fait semblant de parler Old Norse pendant tout le trajet, en apprenant par avance des phrases dans Google Translate. Là, elle s'est dit, vraiment, c'est dur la vie. En plus, il faisait froid parce que c'était un bateau Viking, donc il n'y a aucune protection et tout. Je suis déliré. Après, je me suis mis à manger Viking. Après, j'ai construit une maison Viking. Ouais, d'architecture normande en Normandie, 15e, 16e et 17e siècle, en faisant des runes et des trucs, les artisans n'ont jamais vu ça. Genre, je me ramenais, je disais, alors on va faire un altar de Thor. Le mec, mais vous êtes dans une secte? Non, 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 c'est juste pour le trip. Et après, quand j'ai fait la maison, j'ai regardé la maison, je suis ouais, c'est cool. Alors, est-ce que vous connaissez les Romains? Et d'un seul coup, j'ai changé de lubie. Voilà. Et ça a été 2 ans de ma life, les Vikings. Et là, maintenant, je m'en bats les steaks des Vikings. J'ai mis un truc de malade, parce que la lubie a changé. D'ailleurs, je suis tombé dans une très très sale lubie récemment. Le jour de mon anniversaire, c'est les NFT. Il y a des gens qui font des NFT si on en parle. Là, en ce moment, je suis un psychopathe. Je suis un psychopathe. J'ai dépensé 100 000 € de NFT la semaine dernière, j'ai n'importe quoi. Et je ne sais fonctionner que par lubie. Donc en fait, c'est pour ça que j'adore The Family et mon travail à The Family. Parce qu'il y a n'importe qui arrive avec un sujet, et en fait, je vais geeker avec lui jusqu'à m'emmerder. Et en général, c'est le temps suffisant pour qu'il décolle. Après, il vit sa vie, quoi. Et c'est vrai que, par exemple, je connais toutes les règles sur les fiches de paie en France parce que j'ai fait PayFit. On a lancé une marque de préservatifs récemment, je sais tout sur les préservatifs. D'ailleurs, je sais maintenant que les gens qui disent que quelqu'un est tombé enceinte alors qu'il porte un préservatif sont en fait des menteurs. J'ai la preuve. Et ça, en fait, c'est des trucs, une fois que tu sais les choses comme ça, ton monde change. Et moi, ce qui m'excite le plus, c'est d'apprendre des choses qui changent ma perception du monde. C'est pour ça que j'adore voyager, c'est pour ça que j'adore apprendre des langues, c'est pour ça que j'adore manger des trucs bizarres. Vous savez, manger des trucs bizarres, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour muscler votre cerveau. Parce que quand vous mangez un truc bizarre, vous passez par toutes les étapes dont votre cerveau a besoin pour s'ouvrir et être différent. Et vraiment, d'ailleurs, c'est un truc que je fais avec tous mes neveux et nièces, ils n'en peuvent plus. Mais je pense que le meilleur cadeau qu'on puisse faire à un enfant, c'est que vous savez, les enfants, c'est des dictateurs naturels. Je sais pas si vous avez remarqué ce truc. En fait, la fermeture, c'est une fonction naturelle. Un enfant, il goûte des frites, il veut plus manger que des frites. Mais non, mais il aime les frites. Ouais, pas de bol. Il n'y a pas de frites. Et en fait,
le truc le plus important, c'est de muscler ce cerveau qui est de toujours s'ouvrir. Et c'est pour ça que voyager, c'est un pouvoir magique. Mais voyager pour de vrai. Par exemple, avant, je faisais un truc que j'adorais avant le Covid, j'allais 4 ou 5 jours tous les ans au Japon seul. Et il m'est arrivé des trucs, faut être ouvert d'esprit. Hein. Je veux dire, quand vous mangez des poissons vivants dans un aquarium avec des Japonais bourrés, je leur ferai pas 2 fois. Hein. Mais bon, voilà, il y a des gens sur Terre qui mangent des poissons vivants dans des aquariums, et ils les tuent dans leur bouche, et ils boivent de l'alcool pour oublier. À mon avis, c'est ça le cycle, hein, parce que je n'arrive pas à comprendre, c'est bon. Mais oui, c'est des trucs. Si vous avez la chance de vivre plein de trucs différents comme ça, en fait, vous développez un horizon moral et visuel de plus en plus large. Et si vous développez cet horizon de plus en plus large, bah en fait, apprendre un nouveau sujet, ça va beaucoup plus vite. Parce qu'en plus, ce pouvoir des lubies, il est incroyable. Parce que là, vous me donnez n'importe quel sujet, si j'ai envie de plonger dans n'importe quoi, j'ai une méthode en fait. Je sais comment aller chercher l'info, je sais comment l'absorber, comment l'organiser, tout. Parce que je l'ai fait sur tellement de sujets à la con que je peux le faire sur des sujets sérieux aussi. Donc, croyez au pouvoir de la lubie. La méthode, bah, il faut commencer par le truc le plus fun. Vous voyez, sur le truc des Vikings, par exemple, regardez, les gens ils se lèvent le matin et ils se disent je vais apprendre des choses sur les Vikings. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont lire des articles universitaires. Résultat, ils se tapent la tête contre le mur, mais c'est chiant, et ils arrêtent. Et pourquoi? Parce que les gens ont un rapport social à l'apprentissage hyper snob. Et ça, la plupart d'entre vous l'avez à cause de l'école. Parce que vous pensez qu'apprendre quelque chose, c'est apprendre quelque chose de vrai, autoritaire, au bon endroit. Mais non, surtout pas. Surtout pas. Il faut d'abord créer du plaisir. Donc si vous regardez une série, un dessin, par exemple la série Viking, moi je sais vous dire maintenant tout ce qui est faux historiquement dedans. Mais c'est pas grave, c'est hyper important de commencer par ce qui est faux. Parce que si vous avez fait une version historique vraie des Vikings, on se serait fait sacrément chier. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote marrante. Les Vikings étaient avant tout des commerçants. Je sais pas si des gens ici ont regardé la série Viking, je peux vous dire que l'aspect commerçant dans Viking, il n'existe pas. Parce que si les épisodes, ça avait été Lars ou Bjorn qui disaient alors, 2 pièces ou 3 pièces. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Évidemment, c'est beaucoup plus sympa de les voir aller raider et casser du prêtre et brûler des villages. C'est cinématographique. Je veux dire, le scénariste, quand il a toute une peinture qu'il peut prendre, il prend le truc le plus intéressant, le plus rapidement consommable. Mais une fois que vous avez ces images en tête et que vous avez ces guerriers impressionnants, très beaux, nordiques, et que vous apprenez qu'en fait c'est des méga entrepreneurs, bah là il y a un déclic intéressant. Et vous avez le bon terreau pour apprendre des choses plus sérieuses. Donc il faut aller de la source la plus populaire sur n'importe quel sujet et la plus entertaining et descendre petit à petit vers la source la plus précise. Donc regardez ce que je fais, on regarde des séries, on lit les pages Wikipédia, on regarde des articles, on lit des livres et après on construit des maisons. Mais là c'est la mise en pratique. Mais vous voyez ce tunnel, il est hyper intéressant parce qu'il faut surtout pas commencer par ce qui est sérieux. D'ailleurs, beaucoup de gens me demandent comment apprendre les cryptos, je comprends rien aux cryptos. Et alors, je sais plus, un mec dans mon équipe, il a dit oui, c'est très simple, tu lis le white paper sur Bitcoin, et une fois que tu as compris le white paper sur Bitcoin, tu lis le white paper sur tous les autres coins. Et moi, dans ma tête, je me disais, et ta life est finie. C'est des papiers, vous avez fait de la microéconomie en doctorat, vous comprenez rien. Genre, c'est n'importe quoi la crypto. D'ailleurs, je sais pourquoi c'est écrit comme ça. C'est franchement, moi, je ferais un truc aussi chaud que les cryptos, évidemment, j'essaierai de faire semblant d'être intelligent. Forcément, vous avez besoin de créer une espèce de mythologie, de savoir et tout. Mais le problème, c'est que c'est très très dur comme truc. Alors qu'en fait, c'est quoi la bonne façon de se confronter aux cryptos? Bah, c'est d'en acheter au hasard, de perdre un peu d'argent, d'en gagner un peu. Et quand on en gagne, d'essayer de comprendre pourquoi. Et quand on essaie de comprendre pourquoi, on descend petit à petit les couches techniques. Et petit à petit, on devient un expert. Mais on devient un expert par quelque chose de très animal. J'ai gagné de l'argent, j'ai perdu de l'argent. Et donc, c'est dans vos tripes. Et donc, votre cerveau connecte beaucoup plus vite. Alors que si vous essayez de tout comprendre théoriquement avant d'acheter votre première crypto, bah, le Bitcoin il passe de 1 centime à 60 000 euros. Hein. Et vous êtes toujours à lire vos articles. Hein. Parce que je ne sais pas si qui que ce soit ici a vu le white paper sur Bitcoin. Moi, je dois être à ma 100e lecture, je n'ai toujours pas compris. Et je vous dis ça très honnêtement parce qu'en fait, les gens qui prennent, à chaque fois que je tombe dans un mec, c'est hyper simple et tout, en général, en 10 minutes de questions, on me dit ah oui, non, c'est vrai que c'est challenging ça, oui. Mais parce qu'en fait, les mecs sur l'IRC, Cortec, Bitcoin, ils comprennent toujours pas. Et c'est normal. Je veux dire, c'est des gens qui ils sont en train d'inventer un paradigme qui fonctionne tellement à part du reste de l'humanité qu'il y a besoin juste de temps collectif pour que collectivement les gens se l'approprient en fait. Vous imaginez, il y a des gens qui ont créé une monnaie sans État, qui appartient à personne, il n'y a pas de patron. C'est complètement dingue. Les gens qui font genre c'est normal, bah oui, c'est la décentralisation. Non mais me mets pas un buzzword en face d'un mystère. C'est pas ça le sujet. Le sujet c'est que c'est flippant, c'est vertigineux, c'est quelque chose de complètement nouveau. Et en fait, les ramifications, les implications, c'est des aventures intellectuelles qui ont duré des dizaines et des dizaines d'années. Et donc tous les gens qui viennent vous voir en disant oui, c'est facile. D'ailleurs, au passage, en général, plus vous connaissez rien sur un sujet, plus vous êtes assertif. Par exemple, moi, au début, si vous m'avez demandé des trucs sur les Vikings, je vous aurais dit Vikings, c'est comme ça. Maintenant, je sais plus quoi dire. Oui, non, mais en fait, oui, parce qu'en fait, au XIIe siècle, oui. Alors, en fait, plus vous connaissez sur un sujet, et plus vos certitudes tombent. C'est normal. Hein, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui font de la politique. Hein. C'est un truc. Mais non, mais c'est vrai. Il y a un moment, quand vous faites de la politique, vous avez 200 sujets par jour auxquels vous comprenez rien, il faut prendre des décisions. Bah, forcément, que ça attire des gens qui aiment bien prendre des décisions en ne comprenant rien. Parce que c'est impossible. Si vous devez être expert sur chacun des sujets, la vie passe et aucune décision n'est prise. Quoi. Putain, c'est vrai. Vous imaginez pas le nombre de trucs que je découvre en étant sur scène. Par exemple, là, en vous racontant des histoires de Vikings et tout, dans ma tête, j'étais en train de penser, j'étais en train de penser à un truc auquel j'avais jamais pensé. Et donc, j'ai connecté des choses parce que les mentors, les coachs, etc., j'ai aucune patience. Wikipédia, Wikipédia, Netflix, Disney Channel. Mais après, c'est un truc, je sais pas comment dire. En fait, j'aime tellement apprendre seul et à ma façon. Je peux vous raconter mon divorce avec l'école, parce que c'est un jour très très précis de ma vie, qui est un avant-après. J'étais en CE2, et j'avais une prof qui s'appelait Madame Clément. Et Madame Clément est responsable de la personne que je suis devenu à cause d'un moment très très précis. Parce qu'elle pose une question et elle dit est-ce que quelqu'un connaît Archimède? Alors, je lève la main, parce que j'étais le genre de gamin insupportable. Oui, je connais. Et alors, je lui raconte Archimède, les théorèmes d'Archimède. Et donc, déjà, je parle pendant 10 minutes. Donc, déjà, elle est un peu saoulée. Elle dit oui, c'est bien. Oui, ah bah, tu connais plein de choses sur Archimède, bravo et tout. Et elle me regarde et elle me dit mais au fait, t'as lu ça dans quel livre? J'ai pas lu ça dans un livre. Ah bon?
Ouais, t'as vu ça, c'est ton papa ou ta maman qui t'a expliqué. Alors, dans ma tête, j'étais là. Alors Zara, moi, je connais pas mon père, et puis ma mère, Archimède, non. Non, c'est pas l'ambiance à la maison. Elle me dit, ah bon, mais je comprends pas, t'as vu ça où? Et je lui dis, j'ai vu ça dans un dessin animé, Les Nouveaux Découvreurs. Et elle me regarde, et elle est atterrée, genre. Oui, bah enfin, tu devrais quand même plutôt lire des livres. Hein. Et ce snobisme sur les origines de mon savoir, je disais, mais se fout de ma gueule. Je suis le seul à savoir qui est Archimède dans cette pièce. Et elle vient me dire que c'est pas bien là où je l'ai appris. Mais c'est qui cette folle, quoi? Et en fait, après, j'ai compris qu'à l'école, ils avaient des opinions très faites. Par exemple, moi, j'aime bien faire des confs dans les collèges. Et un jour, j'étais dans un collège comme ça, et je dis, vous savez, ce qui est important, c'est pas où on apprend les choses, c'est juste apprendre des choses. Et par exemple, dans Dragon Ball Z, j'ai appris plein de choses. Et là, le prof fait, enfin bon, monsieur, quand même, Dragon Ball Z. Je dis, bah quoi? C'est incroyable, Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, c'est la discipline, le travail, la répétition, l'effort, le courage, l'honneur et beaucoup de valeurs humaines que de toute évidence, cette prof a perdu à force de prof. Et c'est quoi le problème en fait? Pourquoi aller dire à un gamin ne regarde pas Dragon Ball Z? Mais regarde Pokémon, enfin regarde ce que tu veux. Mais tout est question de ce que tu en fais en fait. Et c'est ça que j'aime pas dans la relation quand quelqu'un t'apprend quelque chose, c'est que tu vas à la vitesse de ce que lui t'apprend. Alors que moi j'ai envie d'aller par mes chemins, mes trucs, mais picorer, revenir, faire n'importe quoi. Par contre, ce que j'adore, c'est après tester mes théories sur les gens. Alors après, ça, j'adore prendre des gens en cobaye. Des fois, je dis des trucs aux gens, ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'ils racontent? Mais parce que c'est incroyable, les gens sont tellement sceptiques par nature que quoi que vous disiez, ils vont toujours voir ce qui va pas marcher. Et ça, c'est hyper, c'est un super pouvoir. Hein. Ce qui est un super pouvoir, c'est si ça vous arrive souvent dans les séminaires comme ça, les gens viennent me voir, ils me disent oui, je suis un incompris, je suis comme toi. Alors je suis pas du tout incompris. Deux, en fait, le problème, c'est que dans la vie, il ne faut pas expliquer aux gens, il faut prouver. Vous en foutez que les gens ne vous comprennent pas. Qu'est-ce que vous en avez à faire? Est-ce que moi, quelqu'un, un jour m'a compris? Bah, j'espère pas. Ce qui compte, c'est le résultat. C'est qu'à chaque fois que j'ai eu raison, j'ai gagné plein d'argent. Vous savez, tout à l'heure, on parlait de comment faire l'ego. Objectivation, heuristique d'objectivation. Gagner de l'argent, c'est avoir raison. Perdre de l'argent, c'est la leçon que vous méritez au montant que vous méritez. Si vous êtes convaincu de ça, bah, après, vous en voulez à personne. Regardez le nombre de gens qui perdent de l'argent et qui cherchent des coupables. Oui, en fait, c'est la faute de machin qui m'a dit que... Bah non, enfin, vous perdez de l'argent, c'est votre faute. Vous en gagnez grâce à vous, facile. Si vous en gagnez plein, vous avez vachement raison. Si vous en perdez beaucoup, c'est vous aviez vachement tort. Là. Bonjour. Ah, là d'abord. Bonjour, Oussama. Il y a plusieurs micros en plus. J'ai juste une question sur les NFT. Tu as abordé rapidement le sujet. Je voulais savoir si tu pouvais nous en dire plus, nous partager un peu ton expérience. Tu as déjà investi dans les NFT, c'est quelque chose qui commence tout juste à arriver en francophonie. Donc je voulais savoir simplement si tu peux nous partager ton expérience, comment tu choisis les projets, un peu tout ça. Quoi. Alors attends, je vais te partager ça. Donc les NFT, moi je trouve ça délirant. Donc, pour moi les NFT, c'est trop mignon. Vous voyez ce robot, je ne sais pas si vous voyez. Bah, ce robot, je l'ai acheté 0.1 Ether, et là il vaut 2 Ethers. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un type qui est prêt à me donner 2 Ethers pour ça. Donc, il a livré les gens, il s'appelait Père Noël, il a pris l'argent et s'est barré au vinyle. Et c'était... C'était un gros... Alors lui, pour le coup, c'était beaucoup d'argent. Mais ce qui est fou avec cette histoire, c'est que les gens, ils ont dit Internet, c'est de l'arnaque, c'est le Far West, ça marchera jamais. Mais non, ce qui était sûr, c'est que ça va être dur à faire marcher. Que Jeff Bezos, il en a sué pour faire un PèreNoël.fr qui marche. Mais le mec de PèreNoël.fr était instrumental à créer Jeff Bezos. Parce que si ce mec-là n'avait pas été là et n'avait pas montré, Jeff Bezos ne se serait jamais intéressé au e-commerce. Bon, peut-être pas avec lui, mais un autre. Parce qu'il y a eu des PèreNoël.fr aux US. Quoi. Et en fait, qu'est-ce qui a intéressé les Jeff Bezos? Les Jeff Bezos, ils étaient intéressés par voir que des gens étaient prêts à acheter des trucs. Alors, il s'avérait que les gens étaient prêts à acheter des trucs en ligne, mais qu'en face, il y avait des arnaqueurs. Et il s'est dit, moi, je vais faire un boulot sérieux. Et les NFT, c'est un peu la même chose. Mon dinosaure, là, il est ridicule. Enfin, je veux dire, tout le monde sait très bien que c'est pas une œuvre d'art. Le mec qui m'offre 2 Ethers, c'est parce que je n'ai pas besoin des 2 Ethers que je ne vends pas. Et que je me dis peut-être que 4 c'est mieux que 2. Et que ça m'amuse de voir jusqu'où je peux pousser mon petit dinosaure. Mais ce que j'ai compris, c'est que les NFT, ça allait changer radicalement le monde parce que ça permettait de créer de la rareté numérique. Les NFT, ça permet, dans un monde où le numérique est abondant, de créer de la rareté et de créer de la sécurité. Pourquoi? Parce que si je vous dis je suis riche, bah, je peux le faker. Comment vous allez le vérifier? Vous allez demander mes impôts. Par contre, si vous me voyez acheter un CryptoPunk à 400 000 €, vous dites putain, il a au moins les moyens de pouvoir s'offrir un CryptoPunk. Et ben le fait de pouvoir prouver son statut, ça va changer le monde numérique. Parce que là, on arrive à la fin de ce cycle immense de fake sur Instagram, de mecs qui louent des voitures en disant que c'est la leur, de machin de truc. Donc là, les gens, ils en ont marre des fakes, et apparaît un objet qui permet de défakiser les choses. Mais c'est évident que ces deux trends vont se rencontrer et qu'il va se passer des choses magiques. Et le NFT en tant que technologie, c'est d'une simplicité incroyable. C'est simplement de rendre unique quelque chose qui est réplicable. Une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris. Alors aujourd'hui, la plupart des œuvres d'art faites en NFT, c'est n'importe quoi. Mais
il y en a des incroyables qui arrivent. Et notamment, moi, je commence à être pitché par des projets NFT hors du commun. Je vais lancer quelques projets NFT qui ne sont pas du n'importe quoi. Et ça va me démontrer, c'est un peu la différence entre Père Noël et Amazon. J'espère qu'on sera du côté Amazon. Une dernière question ici. Bonjour Christopher. Du coup, tu as dit tout à l'heure que tu étais tombé amoureux d'un entrepreneur. Quelles sont pour toi les qualités qui font un entrepreneur pour toi et qui font surtout que tu tombes amoureux de lui? Alors, je pense que c'est deux intersections différentes. Je pense qu'il y a plein de façons d'être un bon entrepreneur. Et il y a plein de bons entrepreneurs dont je tomberai jamais amoureux. Par exemple, je sais pas, toi, les Alsaciens qui comptent les centimes dans la restauration, les Auvergnats qui comptent les centimes dans la restauration, c'est des entrepreneurs exceptionnels, mais j'arriverai jamais à bosser avec eux. Ça ne fitera pas culturellement. Donc l'intersection entre un bon entrepreneur, ça a plein de formes, et moi, il y a une intersection là-dedans qui m'intéresse, et qui est un champ tout petit. Moi, j'aime les gens courageux. Je pense que le courage, c'est la mère de toutes les qualités. C'est facile d'être honnête tant qu'on n'a pas une vraie opportunité d'être malhonnête. C'est facile de penser des choses choquantes tant qu'on ne les dit pas devant les gens. C'est facile de vivre sa vie comme on veut tant que ça n'a pas des implications concrètes dans son quotidien. Donc le courage, c'est ce qui fait la différence. J'aime les gens qui sont flexibles mentalement. Je ne peux pas blairer les dogmatiques. D'ailleurs, je vous le dis, hein, qui que vous soyez dans votre vie personnelle, vous avez le droit de vivre votre vie personnelle comme vous voulez. Le jour où vous commencez le business, vous oubliez les dogmes. Il n'y a rien de vrai dans le business. Rien. Qui que ce soit qui prétend vous dire que quelque chose est vrai dans le business, soit c'est un imbécile, soit c'est un menteur. Soit c'est un type qui est complètement à l'ouest et qui croit qu'il y a des choses vraies parce qu'il est un peu limité, soit c'est un type qui a un truc à vous refourguer et donc il essaie de vous faire croire que quelque chose est vrai parce qu'il en a besoin pour justifier son business. Mais la capacité à changer d'avis radicalement à partir d'une nouvelle data, c'est une capacité extrêmement rare et importante. Ensuite, il est hyper important de comprendre que dans le monde, l'imagination est plus importante que l'intelligence. Les gens valorisent énormément l'intelligence, mais l'intelligence c'est une grosse commodité. C'est facile d'être intelligent. Il y a des gens intelligents partout. Dans cette pièce, je suis sûr qu'au moins la moitié d'entre vous est intelligent. L'imagination, c'est beaucoup plus puissant que l'intelligence. Et les gens vraiment imaginatifs, ils sont rares. Ils sont rares. Et l'imagination qui contrôle l'intelligence, ça donne des super pouvoirs. Parce que l'intelligence, c'est souvent une boîte un peu fermée. L'imagination, c'est cette capacité de créer des nouvelles boîtes, etc. D'ailleurs, quand j'étais petit, tout le monde me parlait de Polytechnique en France, comme une école que je devais faire. Et moi, dans ma tête, je me disais toujours que je n'irais jamais à Polytechnique parce que je pourrais m'offrir tous les polytechniciens que je voulais. Parce que, vous voyez, ce genre de confiance en soi et de capacité à croire dans vos capacités uniques, c'est ce qui va faire la différence quand vous êtes entrepreneur. Et ça commence par la capacité à vous projeter sur vous-même. Et la dernière chose qui est hyper importante pour moi, c'est la fidélité. J'aime pas les gens qui bougent quand il y a du vent. C'est fatigant ça. Et ça, c'est quand même la majorité des gens. C'est cette capacité. Cette année, j'ai vécu un truc un peu marrant. J'ai un entrepreneur chouchou plus que tous les autres qui s'appelle Maxime Coutet. Et Maxime Coutet, c'est une relation très spéciale parce que je l'ai rencontré quand il avait 14 ans. Et à l'âge de 15 ans, il est venu vivre chez moi. Donc là, c'est du mentorat très rapproché. Et c'est devenu un membre de ma famille. Ma mère l'a adopté comme son petit-fils. Mes frères l'appellent leur neveu. Et pour tout le monde, Maxime, c'est quelqu'un de notre famille, quoi. C'est une relation encore plus que travail. Et il a levé 5 millions d'euros pour sa boîte à l'âge de 18 ans, en précide, à 20 millions de valos, premier tour de table. Et il y a eu un moment où un investisseur a essayé de lui mettre la pression. Donc, imaginez, c'est un gamin de 18 ans. Et il y a un investisseur qui ne m'aime pas du tout et qui a voulu me virer du board en échange de son investissement. Et s'il ne mettait pas son investissement, il n'y avait plus de tour. Et donc le gamin a dû choisir entre moi et 5 millions d'euros. Et moi, je lui ai dit à Max que je ne voulais pas être un obstacle à sa vie et que je préférais qu'il prenne l'argent et que je démissionne du board, que je n'ai aucun égo là-dessus. Et il m'a regardé, il m'a fait ça va, de l'argent, il y en a plein. Des mecs comme toi, il n'y en a qu'un. C'est bon, il va se faire foutre l'autre. Et j'étais, vous pouvez pas savoir, vous savez, c'est des moments de vie, on s'en souvient toute sa vie, on est touché, on est ému, j'ai pleuré. Pas devant lui évidemment, mais quand même. Mais je suis rentré chez moi et je me suis dit putain, ouf, quelle relation quoi. Et le mec, qu'est-ce qui s'est passé? Il a appelé le type, il lui a dit ouais bon bah enfin, écoute, j'ai parlé avec Oussama, donc on a décidé de pas prendre ton argent. Tu dis quoi? Mais non, c'est lui qui doit partir. Mais non, t'as pas compris en fait. D'ailleurs, j'ai tapé ton nom sur Google, apparemment t'as violé une meuf. Quoi? Ouais non, j'ai pas bossé avec des mecs comme toi, hein, mais bon, si tu fais ton virement dans les 24 heures, on oublie tout. Quoi. En fait, il y avait un vieil article bidon où on disait qu'aux US il avait dansé avec une stagiaire et qu'elle avait porté plainte. Et en fait, il lui a donné une leçon sur ces sujets de réputation. Il a dit tu vois, tu me dis que Oussama a une mauvaise réputation, que c'est pas bon pour mon projet. Bah, j'ai tapé ton nom dans Google et apparemment la tienne elle est pire. Et en fait, ça, c'est des expériences qui montrent un truc que je valorise énormément, c'est que quand le vent et la tempête est là, on tient. Parce qu'en fait, c'est trop facile de croire qu'on peut se porter par le vent, mais en fait, on construit rien. Et les épreuves font partie du risque qu'on a besoin de prendre pour construire des choses vraiment signifiantes. Il y avait deux questions là. Est-ce que j'ai appris mes erreurs les plus importantes? Pas en faire. Non, je vais t'expliquer. En fait, vous savez, les phénomènes de mode, que ce soit dans le cinéma, la mode, le développement personnel, la confiance en soi, ça fonctionne toujours de la même façon. Il y a un pionnier qui vient avec une idée originale. Et là, on tient. Parce qu'en fait, c'est trop facile de croire qu'on peut se porter par le vent, mais en fait, on construit rien. Et les épreuves font partie du risque qu'on a besoin de prendre pour construire des choses vraiment signifiantes. Il y avait deux questions là. Est-ce que j'ai appris de mes erreurs les plus importantes? Pas en faire. Non, je vais t'expliquer. En fait, vous savez, les phénomènes de mode, que ce soit dans le cinéma, la mode, le développement personnel, la confiance en soi, ça fonctionne toujours de la même façon. Il y a un pionnier qui vient avec une idée originale, il dit quelque chose, et puis c'est inspirant, c'est rafraîchissant. Et donc il y a 10 ans, il y a des gens qui ont dit, vous savez, l'échec, c'est pas grave. Il faut apprendre de ses erreurs, il faut des trucs, etc. Puis un petit groupe de gens adoptent cette philosophie, envers et contre tous. Puis ce petit groupe devient de plus en plus grand. Et un jour,
ça est devenu tellement galvaudé que maintenant, moi, il y a des mecs qui font « Ouais, alors, t'as beaucoup échoué le mois dernier ?» Ben non, en fait, j'ai pas envie d'échouer. Les gars, c'est pas parce que l'erreur est pas grave que l'erreur est souhaitable. Ça fait chier de faire des erreurs. Ça fait chier d'avoir des échecs. Et c'est parce que ça fait chier d'avoir des erreurs et des échecs que ça marque. Et que parce que ça marque, on apprend des choses. Qu'est-ce que j'ai appris de mes erreurs? C'est que ça fait mal. Et que je veux plus en faire. Et en fait, quand vous en faites des vraiment très grosses, il y a des moments où vous dites putain, plus jamais. On va pas recommencer. Et donc, c'est hyper important de rester cool sur cette mode. Et en ce moment, je veux dire, ils ont fait un truc qui s'appelle la Failcon. Moi, la Failcon, je me dis, là, on a atteint le summum de la blaireautype. Il y a des mecs qui viennent sur scène expliquer qu'ils ont touché 18 mois de chômage, que leur boîte, au bout de 18 mois, n'a pas marché, donc ils ont démissionné, ils sont retournés dans un grand groupe, et maintenant ils font ouin-ouin sur scène. En fait, tu étais nul. Non mais, qu'est-ce qu'ils ont appris? Rien. Qu'est-ce que la French Tech a appris de la Failcon? Rien. Est-ce qu'il y a une leçon intéressante de ces trucs? Non, il n'y a pas. Parce que les vrais échecs, c'est des échecs. Pour apprendre quelque chose de l'échec de quelqu'un d'autre, il doit être spectaculaire. Ça doit être des trucs qui. C'est pas, j'ai touché 18 mois de chômage et en fait, j'ai découvert que j'étais pas un entrepreneur. Quoi. Merci beaucoup. Ciao. Merci Oussama. Vous vous fourvoyez. On touche à la fin. J'hésite à vous faire ça, putain. Je sais pas si vous êtes prêts, il y en a qui vont chialer. T'es prêt? Donc je vous propose une fin en 2 étapes. Je vous propose un exercice de visualisation. Parce que je sens qu'il y en a beaucoup qui ont des conflits de valeurs à l'intérieur. Entre le fric, les valeurs, le rebelle, l'enfant, le fils de pute, tout ça se mélange. Et je voudrais vous faire ce cadeau d'aligner tous ces personnages dans un exercice particulièrement que je kiffe en tout cas. Et puis ensuite, une petite surprise, quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire, j'aimerais vous présenter quelqu'un qui aura quelque chose à vous dire, que je trouve waouh. Est-ce qu'on pourrait baisser les lumières, messieurs, s'il vous plaît? Merci. Alors je vous propose de vous installer confortablement sur vos chaises. Et puis de fermer les yeux. Vous n'en aurez pas du tout besoin là où on va. Vraiment, lâchez prise complètement. Je vous emmène dans un très bel endroit. Et on va créer un endroit qui peut être ce que vous voulez. Un endroit dans la nature, ça peut être une forêt, ça peut être une plage, ça peut être un théâtre. Ce que vous voulez, c'est un endroit où vous vous sentez particulièrement bien et en sécurité et au calme. Il vous procure du plaisir, de la paix intérieure. Et maintenant, dans cet endroit, on va ramener toutes les parties de nous, dans un arc de cercle en face de nous, ou dans un cercle qu'on vient finir. Et donc, à droite de vous, il va y avoir la partie de vous qui est connectée à vos émotions, la partie la plus empathique, la partie qui ressent, parfois la partie qu'on a bloquée, parce qu'on a eu mal une fois. Et on va saluer cette partie qui est nous, habillée d'une certaine manière, qui nous sourit. Et on va la remercier de tout ce qu'elle a fait pour nous sur ce chemin, qui était un chemin dur et compliqué émotionnellement. Et on va lui dire qu'à n'importe quel moment, il faut qu'on puisse la solliciter. Et il faut qu'elle puisse aussi nous solliciter pour nous proposer de nous reconnecter à nos émotions. Parce qu'on va avoir besoin de nos émotions sur cette route. Elle accepte, d'un geste de la tête, on accepte. Et on est en paix avec cette partie. Et cette partie peut nous envoyer des émotions qu'on accueillera. Ça peut être la colère, ça peut être le dégoût, ça peut être la joie, et ça peut aussi être l'amour pour une cause ou autre. À côté de cette partie, à sa gauche, va venir s'installer une partie de nous, la partie rêveuse, la partie visionnaire. Et parfois, on s'est coupé de cette partie. Parce que quand on était enfant, on a dit à cette partie, ou des gens ont dit à cette partie, « Oh, tu rêvasses. Oh, arrête avec tes bêtises. C'est n'importe quoi. Ça n'arrivera jamais. » Et il est possible que cette partie aussi ait été blessée. Et pourtant, pour avoir de grands projets, on va absolument avoir besoin de cette partie. Elle est fondamentale. C'est elle qui arrive à visualiser le futur. On la salue, on la remercie de tous ces rêves qu'elle nous a donnés, et on lui promet que maintenant, à partir d'aujourd'hui, on va vraiment être connectés, et qu'à n'importe quel moment, quand elle a des visions tirées du iCloud de l'univers, qu'elle peut les partager avec nous. Et qu'on l'écoutera, voire même qu'on les mettra dans une note sur notre téléphone. À gauche de cette partie, vient s'installer une partie que certains appellent le rebelle en nous. Et on a absolument besoin de cette partie un peu fofolle, qui nous permet de faire preuve d'espièglerie, de ne pas se prendre trop au sérieux. On la remercie, elle nous fait des blagues parfois à l'intérieur, qu'il n'y a que nous qui pouvons comprendre, et qui ne font rire que nous. On lui demande de beaucoup nous faire rire, parce qu'on est dans un monde très dur, avec beaucoup de gens qui n'ont pas tous de bonnes intentions. Et elle sait comment faire pour dédramatiser, pour tout tourner à la dérision. Elle est très forte pour ça. Et on va en avoir besoin, parce qu'il y a un long chemin qui nous attend. Et si on ne rit pas, ça va être compliqué. Donc on la remercie. Et on accueillera toutes les blagues et toutes
toutes l'espièglerie qu'elle va nous envoyer. À la gauche de cette partie, il y a une autre partie de nous, la partie forte, la partie ambitieuse, la partie qui veut de l'argent, de la réussite, qui veut des biens matériels. Elle y a le droit. Ils y ont le droit, moi aussi. Et cette partie qui vous motive, qui vous parle, vas-y, on y va, on attaque, je suis chaud. Et on la remercie pour sa motivation. Et on sait que même si parfois elle est un peu agressive, elle nous pousse, c'est pour notre bien. Parce que même quand plus personne croit en nous, même dans notre famille, dans nos amis, c'est beau. On les demande de continuer. Et on va en avoir besoin de la motivation. Donc c'est parti. Donc j'ai déjà que c'est passé tout simplement en fait, on va voir si une des choses qui va se il a quelque chose à ce type, à ce type. Donc c'est ça, l'avantage c'est toutes les informations avec elle. On est obligé de l'arrêter, sinon elle nous ferait travailler jour et nuit. Elle a une force de travail incroyable. Et on la remercie pour ça. Néanmoins, on va juste lui rappeler que le travail ne peut pas être une blessure qui n'a pas été guérie. Le travail doit être quelque chose de beau. Pas une caverne où on se fait, on aime bien ressentir. On a besoin des écrans. Oui, on le fait aussi. On a besoin d'un certain moment. D'autres moments, on a besoin de quelque chose. D'un coup, un personnage qui se met au centre du cercle. Wow. C'est le putain de guerrier en nous, habillé en guerrier ou en guerrier. Quand on est menacé, en danger, c'est lui qui prend possession de notre corps et qui se met à crier et à nous défendre corps et âme. Parce qu'on est ce qu'il a dit. Sa seule putain de mission sur Terre, c'est de nous protéger. Comme un chien de garde donnera sa vie, il peut mourir, mais il ne permettra jamais que quelqu'un nous manque de respect ou atteigne un peu notre dignité. On le remercie pour ça. Mais on lui rappelle que dehors, c'est pas la guerre. Si nous croyons que c'est la guerre. S'il a décidé que c'est la guerre, dehors, c'est la guerre. S'il a décidé que c'était une cour de récréation, c'est la récréation. Elle nous a été très utile. Mais cette guerre, au bout d'un moment, est faite. Nous, on veut la paix, on ne veut pas la guerre. Donc On le remercie. c'est déjà touché, donc ici, Et on lui demande de laisser un peu d'espace à une autre partie qui arrive derrière nous. Gmail, Qui s'installe à Drive, C'est la partie spirituelle Task. qui habille de manière extraordinaire de lumière. C'est l'application. Depuis directement l'interface. On ressent sa présence. Action email, quels sont mes On ressent sa présence. emails. On la On va remercie aller chercher par exemple. parce qu'on a failli tomber plein de fois. Être absorbé dans cette grande putasserie universelle. C'est elle qui nous rappelle à chaque fois. Ici, en dessous, il y a la possibilité de l'info. Elle va partir, bien. Donc ça, alors, on se clé. Ne cherche pas Voilà, à y donc l'application. Ensuite, il y a ici l'action programmée. Donc là, ça va être programmé à l'institution qui va se faire et ça va être Et puis, l'énergie automatique et pour à tirer. Alors ça, j'ai jamais testé. Ensuite, vous avez vos liens publics. Ça va être tout simplement la possibilité de partager des conversations avec vos personnes avec un lien. Ensuite, il faut ici changer c'est votre enfant. le thème de la conversation. J'ai montré ça avec la Ça fait longtemps qu'il est parti. mais aussi, Vous le prenez dans vos mains. Vous prenez dans vos mains. Et vous remerciez pour cet amour. Pour ne pas perdre l'enfant. On perd aussi l'enfant sur nous et sur notre visage. Et à la fin, quand on se regarde dans la glace, on voit un visage. C'est tout simplement ce qu'on fait. On lui demande de revenir en nous, sur notre visage, dans notre cœur, il a sa place. On a besoin de lui. Maintenant, comme c'est nous qui sommes assis sur le trône de fer, ce n'est pas une partie qui doit parler. C'est nous. On va leur demander de regarder. Si on est sur le trône de fer, nous regardons en face de nous, nous pointons du doigt et nous leur disons. Et là, au loin, c'est le putain de Mordor avec Sauron et ses armées d'orques. Ils allaient donc caster, enregistrer et partager. Les ennemis. Là, vous pouvez faire créer une application, faire un raccourci, et ça va nous créer ces raccourcis, Vous vous et fourrez. dessus. L'ennemi n'est pas à l'intérieur. Directement via soit comme ça, donc sans le navigateur. Et la moindre faille On peut interagir entre nous, rapidement entre avec les le boucliers de ces Spartiates. donc dans le mettre, c'est assez pratique. On doit marcher Maintenant, ensemble. on va voir si, comment ça fonctionne. On a un objectif commun. Déjà, ce qui est bien avec On a un Linux, but commun. il n'y a pas On a une de mission. problème comparé à Chacun a ses armes. la La partie spirituelle Là, envoie de la lumière. vous avez un modèle Le guerrier a des sabres forgé forgés dans les flammes de l'enfer. Et un autre forgé dans la lumière du Il n'y a paradis. pas forcément besoin de réflexion.
La partie Ensuite, projet, il y a un modèle telle de que raisonnement. à elle seule, elle Là, porte ça va sans réfléchir avant Chacun a son les pouvoir. premiers systèmes. S'occuper d'une partie, Et ensuite, il y a un c'est troisième s'occuper modèle. d'un pouvoir dont Donc vous là, avez ça va besoin. être réfléchir Vous dans rassemblez le toutes vos parties, vous levez, dans les tâches vous vous prenez tous dans les bras, donc ici, on peut aussi utiliser avec l'enfant, le le directement sage, le guerrier. Matrix dans la zone. Donc ici, vous pouvez mettre laquelle quand vous envoyez un plaque, vous avez la possibilité de Et à chaque fois que vous sentez dans que vous le déviez, site, ça à va chaque fois que vous sentez que vous avez besoin de toutes vos parties parce que cette journée, cette bataille est compliquée, vous pouvez refaire ce faire une manière de faire un force. Donc, et c'est le signal que vous envoyez à toutes vos parties. si la réponse, si en plus vous donnez aussi Ils quelque orchestrent. chose, vous Saurons-nous. pouvez exporter vers un doc, On est tous exporter ensemble. vers un mail, Ça peut passer. enfin Gmail. Comme ça, c'est une forme qui n'arrive pas à avoir des besoins. Ça, c'est pratique. Vous pouvez plus écouter la réponse avec une voix robotique. Pas mal même. Et il y a une autre chose assez intéressante, ça va être de vérifier la réponse. Si vous demandez de faire des recherches sur un sujet, là, c'est une heure, donc quelquefois, il va halluciner. Alors, on touche à la fin. Faire vérifier la réponse, justement, qui va vérifier toutes les informations. Je passe. Les hallucinations. Voyant en feu Donc, là, c'est Jérusalem, intéressant. priant Dieu.